Salut à tous, je suis Kaioi et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball, Toriyama, Toyotaro, etc. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire saliver, de vous faire fantasmer sur la potentielle suite de Dragon Ball Super, car suite de Dragon Ball Super, il y aura, c'est une quasi-certitude maintenant. On en parle souvent et puis finalement on a eu aucune réelle annonce officielle, mais ça pourrait revenir en juillet, ça pourrait revenir en septembre ou même plus tard, mais de toute façon ça reviendra quoi qu'il arrive. La question est de savoir qu'est-ce que la Toei, Toriyama & Co vont nous proposer pour la suite de Dragon Ball Super. Alors je me suis vraiment retourné le cerveau sur la question, j'en ai même rêvé la nuit, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, un peu pour tâter le terrain de ce que les fans pensaient, et puis j'en ai même parlé aussi à quelques grands noms de la communauté Dragon Ball, pour en arriver à quelques conclusions que je vais vous partager ici, et essayer de vraiment vous faire saliver sur ce que pourrait être la suite de Dragon Ball Super en série TV. Alors je vais d'abord vous remettre dans le contexte, le postulat de départ de ma réflexion, si vous voulez. Ça part de l'interview de Tatsuya Nagamine, le directeur du film Dragon Ball Super Broly, qui a été interviewé en août 2018, c'était au tout début quand on a commencé à nous parler du film. Il disait, à propos du scénario de Toriyama, lorsque nous avons réalisé le storyboard du scénario de Toriyama, le film qui devait faire 90 minutes en faisait le double, suffisamment pour 2 films. Essayer de condenser à ce point autant de contenu aurait fait ressembler le film à un résumé de début d'épisode, ce qui l'aurait rendu ennuyant. J'ai donc consulté la production et tout le staff impliqué afin de réduire le nombre de scènes et leur donner la bonne durée. Comme nous voulions impérativement délivrer aux spectateurs le plus possible du script original de Toriyama, nous avons pu obtenir que le film fasse finalement 100 minutes. Alors je suis pas totalement sûr pour l'accent, par contre effectivement c'est quelque chose qu'ils avaient déjà obtenu à l'époque de Battle of Gods. Le plus important à retenir là-dedans, c'est qu'il existe effectivement une version longue du script, de l'histoire et du scénario qu'a rédigé Toriyama. Moi je pars du postulat que nous allons avoir droit, c'est une possibilité en tout cas, à une version longue du film en animé. Comme à l'époque du début de Dragon Ball Super, où finalement il nous avait pré-mâché, il nous avait raconté l'histoire de Battle of Gods et de Resurrection F en version plus longue, mais il n'avait rien à nous raconter de plus. Il y a très très peu de détails qui ont été rajoutés dans la version TV des 2 premiers arcs de Dragon Ball Super. Très peu de choses intéressantes, en tout cas vraiment rien à signaler de mythique. Alors qu'ici, il y a vraiment une matière première incroyable pour faire produire une version longue de cette histoire. Là maintenant je vais essayer de vous exposer le meilleur scénario possible pour nous les fans. Quand je dis scénario, je ne vais pas parler de l'histoire, mais je vous parle dans le meilleur des mondes, ce qui pourrait nous arriver. Je vais donc partir du cas de figure où la Toei décide de nous proposer une version longue et exhaustive du film Broly, et vous exposer pourquoi ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Alors une toute dernière petite chose, si vous n'avez pas encore vu le film Broly et que vous voulez absolument pas vous faire spoiler, moi je vais en parler assez librement, donc voilà, passez votre chemin si c'est le cas, et puis sinon, si vous avez vu le film ou que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire, surtout restez avec moi, j'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Voilà, maintenant on se lance dans le vif du sujet, prenez un coca, un chips et installez-vous bien. Donc en gros je commence par effectivement une mise en place des Saiyans avant que le roi Cold ne débarque. Dans le film, on voit très vite le roi Cold et Freezer arriver. On pourrait avoir déjà un épisode qui nous introduit, si vous voulez, la société Saiyan avec le roi Vegeta etc. Les soldats, et on comprendrait rapidement qui sont les Saiyans. Et ensuite, effectivement, à l'âge 731, on a une redite du film, on aurait Cold qui débarque, la passation de pouvoir avec Freezer effectivement qui se présente aux Saiyans. Tout ça on l'a dans le film et on le verrait tel quel. Évidemment en épisode on aurait un peu plus le temps de s'attarder sur les dialogues, on pourrait voir un peu plus Zarbon, Doria, etc. Mais voilà, en gros ce serait quand même comme dans le film, et puis effectivement le roi Vegeta qui vient d'avoir son fils Vegeta 4, il découvre le potentiel de Broly, il l'exile, et Paragus effectivement suit son fils sur la planète Vampa
Tout ça n'a pas besoin de plus de détails, je pense pas qu'il y ait spécialement grand chose en plus dans le script de Toriyama à ce propos. Tout ça on le comprend très bien. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait être introduit, qui est très intéressant et qu'on a peut-être oublié, que vous avez peut-être oublié, c'est, on le voit justement dans Battle of Gods, on voit que Beerus, pardon, vous allez me taper encore si je dis Bills, Beerus débarque en fait chez le roi Vegeta, sous les yeux de notre ami Vegeta, et en gros, il est énervé pour des détails, mais voilà, par exemple, c'est quelque chose que si le scénario du film Broly est adapté en série TV, on aurait le temps d'introduire ce genre de détails pour qu'en fait Beerus soit intégré à toute cette histoire, à cette trame narrative. Ce serait très intéressant de mêler évidemment tous ces événements. Donc là, c'est des événements qui se passaient 4 ans plus tard déjà. Le petit Vegeta avait déjà 4-5 ans. Ensuite, il y a toute une période où les Saiyans continuent à se battre au nom de Freezer. Tout ça, on pourrait le voir également. On pourrait voir effectivement Bardock, introduire Bardock qui part en mission avec ses coéquipiers. Hein. Ça, on l'avait eu dans le téléfilm à l'époque, mais on pourrait très bien le voir. C'est quelque chose qui a un petit peu manqué dans le film. On a eu très peu d'introduction de Bardock, qui était pourtant 6 classes. Donc effectivement, tout ça, on pourrait voir en série TV, on pourrait s'attarder sur ce genre de scène. Effectivement, en 737, tous les Saiyans sont rappelés, vous le savez, par Freezer, hein, qui veut absolument les détruire d'un coup. On a un Bardock qui a un pressentiment. Tout ça, on le voit dans le manga Dragon Ball Minus. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, foncez évidemment pour le voir. Mais effectivement, les événements de Minus, pour la plupart, sont déjà introduits dans Dragon Ball Broly. Mais il manque des détails, effectivement. Mais on voit aussi le petit Raditz, le petit Vegeta, hein, qui sont en mission tous les deux. On voit notre ami Bardock qui revient sur sa planète et on voit effectivement la mère de Goku pour la première fois. Alors évidemment, un détail très intéressant, c'est que dans le film Broly, si vous avez été attentif ou si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous avez vu que les coéquipiers de Bardock, ceux qu'on voyait dans le premier téléfilm, sont présents, sont canons d'une manière ou d'une autre, peut-être pas les événements de l'époque, mais en tout cas les personnages sont là, on les voit, Thomas, Celipa et autres. On les voit plusieurs fois, là je vous les montre à l'image, et Toyotaro n'a pas manqué de nous faire un petit clin d'œil dans un de ses derniers dessins, très intéressant. On voit Thomas qui reçoit un appel, comme quoi nous avons reçu l'ordre de retourner à la maison, du coup Bardock et moi, on retourne sur la planète Vegeta. Thomas s'étonne, un ordre de retour à la base, nous on n'a pas eu le signal, et ils vont se faire tabasser par Dodoria. Typiquement, voilà, ce serait introduit dans la série animée, ce serait excellent, hein, on comprendrait pourquoi. On comprendrait comment Thomas et Enko se font dézinguer. Il semblerait que ces 4 aient été impliqués dans la toile de fond du film Dragon Ball Super Broly, ou du moins c'est comme ça que je l'imagine, dit Toyotaro dans un petit message. Très intéressant évidemment, ce serait vraiment génial de le voir en animé, afin de canoniser définitivement ces 4 personnages qu'on a tant aimés à l'époque. Alors un autre petit détail auquel on n'a absolument pas eu droit dans le film, mais qui a son importance, c'est que on sait depuis le film Resurrection F et l'arc Dragon Ball Super Resurrection F, on sait que d'une manière ou d'une autre, Beerus a été mis au courant de la tentative d'assassinat du peuple Saiyan par Freezer, et donc ils se sont rencontrés. Donc effectivement, Freezer et Beerus ont eu une conversation à un moment donné en 737, hein, quand Freezer avait à sa merci et avait rassemblé tous les Saiyans. Donc on pourrait voir une scène effectivement où Beerus vient se présenter auprès de Freezer, et il pourrait avoir une discussion et on pourrait comprendre que Beerus a donné son aval à Freezer, ou que sais-je. Voilà, encore une fois, ça mêlerait toutes les histoires. La suite, on la connaît, c'est les parents de Goku qui sauvent donc leur enfant, le petit Kakarot. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, on y aura droit tel quel. Et c'est là que ça devient très intéressant.
Eh bien, juste après cette scène, dans le manga de Toriyama, dans le chapitre Dragon Ball Minus, eh bien, on voit Jaco, et le roi du monde lui dit « Je voudrais que tu te rendes sur une planète appelée Terre. Un objet volant a été tiré depuis une des planètes de Freezer et se dirige vers cette destination. » Et donc, du coup, ça, on n'y a pas eu droit dans le film, alors que c'est bel et bien dans le chapitre précité. Et donc, on pourrait avoir aussi l'introduction de Jaco dans cette chronologie, directement après avoir vu le petit Goku envoyé sur Terre. Ça serait hyper pertinent de voir débarquer Jaco dans la chronologie à ce moment-là. Alors, dans le film, c'est là que ça s'enchaîne extrêmement vite. On voit directement après ça l'explosion de la planète Vegeta par Freezer, sans aucune autre forme de procès, on va dire. Il y a un petit dialogue et puis c'est tout. Alors, on sait qu'il se passe quelques jours pourtant entre le moment où Goku est envoyé sur Terre et le moment où Freezer décide de détruit la planète Vegeta. Pendant tout ce laps de temps, il nous manque un petit peu du Bardock, le Bardock qu'on a connu dans le téléfilm qui se rebellait, le Bardock qu'on connaît de toute façon, c'est un rebelle. On ne le voit absolument pas dans le film. Alors là, il y a vraiment tellement moyen de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est évident. On doit avoir droit, d'une manière ou d'une autre, à notre Bardock rebelle, ça c'est sûr et certain. On le voit dans le manga, vous le voyez à l'image à droite. On le voyait à l'époque, Toriyama s'était fendu d'une ou deux cases où on voyait le Bardock du téléfilm. Il n'a pas la bonne armure, mais ça n'a absolument aucune importance. Donc voilà, il y a toutes les raisons de croire qu'on pourrait y avoir droit, d'autant que, et là ça commence à devenir important, au moment de la scène dans le film, on voit très rapidement Bardock qui tente un dernier geste, il balance une boule de feu, une boule d'énergie. On voit que son armure est détruite, vous le voyez à l'écran ici. Donc il s'est passé quelque chose, il a combattu, on voit des Saiyans derrière lui, donc il y a eu quelque chose, mais on n'y a pas eu droit. Et on voit surtout, vous le voyez au milieu de l'image là, on voit surtout que face à Freezer, eh bien, il y a une horde de Saiyans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de le savoir. Est-ce que le roi Vegeta a décidé de se rebeller aussi, et il a amené toute sa clique? J'en sais rien, on ne sait pas. On doit y avoir droit d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on va avoir droit à une version longue du film? C'est ça la question à se poser. Ou est-ce qu'on va y avoir droit en série animée, ou les deux? Je pense personnellement qu'on aura droit à une version longue du film au bout d'un moment. Je crois que c'est Saikyo Devin qui me disait que les Japonais avaient l'habitude, quand ils ressortaient une version longue d'un film, de le ressortir au cinéma. Ça pourrait être le cas pour grappiller des ventes de billets, et puis de vendre également énormément de DVD. Ça pourrait être l'occasion, effectivement, de nous proposer une version longue du film, si ça a été prévu. Sinon, effectivement, eh bien, ce serait encore mieux de l'avoir en série TV, avec une belle écriture et des épisodes assez longs que pour détailler tout ce qui s'est passé pour Bardock. Alors ce qui me fait dire, je fais une parenthèse, mais ce qui me fait dire qu'on y aura droit, eh bien c'est que dans tout le marketing du film, on a eu extrêmement peu de Bardock. On a eu du Broly, du Gogeta, on a eu évidemment tous ces personnages, mais finalement Bardock, qui était un personnage extrêmement apprécié, eh bien ils n'en ont pas beaucoup profité. On a quasi aucune figurine, si vous regardez. Moi j'ai acheté les pamphlets, enfin on me les a envoyés, les pamphlets, donc les livrets qu'on peut acheter sur le film à la sortie des cinémas. Eh bien il n'y a quasiment aucune image de Bardock, aucune publicité qui profite, si vous voulez, de l'image marketing du personnage. Ça me fait vraiment dire qu'il va y avoir une deuxième campagne marketing qui va profiter de ce personnage et qui va allonger toute son histoire. C'est vraiment en fait le détail qui me fait le plus croire à cette histoire, en fait. C'est que je me mets à la place des gars du marketing, comme je le fais souvent, et je me dis vraiment qu'il y a gros à jouer s'ils font une deuxième campagne marketing en utilisant ce personnage, et donc en justifiant qu'ils vont raconter sa rébellion. Je suis persuadé que Toriyama l'a écrit dans son script de base. Alors dans le film, on en arrive à une scène où Nappa annonce l'explosion de Vegeta à Raditz d'une part et à Vegeta d'autre part, et il leur demande en fait des nouvelles de leur frère. Alors bon, évidemment Raditz mentionne Kakarot, mais Vegeta mentionne également son frère. Alors il dit pas le nom de son frère, mais il dit effectivement qu'il a un petit frère et dont il n'a rien à cirer en gros.
Alors ce fameux frère n'a jamais vraiment été canon jusqu'ici. On l'a vu apparaître il y a une dizaine d'années dans l'OAV Yo Goku and Friends Returned, Goku et ses amis sont de retour, sous le nom de Table, comme Vegetable. Alors Toriyama y avait participé un petit peu à cette OAV, mais sans qu'on en sache plus. Il avait également adoubé la dessinatrice des 2 chapitres du manga de cette fameuse histoire, avec Table, Nao Oshii, mais sans pour autant que tout ça soit considéré officiellement comme canon. On n'a jamais vraiment su le dire, il y a débat là-dessus. On n'en a plus jamais entendu parler jusqu'à Battle of Gods, le film Dragon Ball Z Battle of Gods. Il avait été mentionné, Table, au moment où il cherche à rassembler des Saiyans pour le rituel du Super Saiyan God. Effectivement, ils disent hey, ton frère Table, est-ce que tu sais où il est, Vegeta? Et puis, on n'en a plus entendu parler dans Dragon Ball Super jusqu'à ce film Broly. Donc à chaque fois que Toriyama écrit un script, je vais dire, dernièrement, eh bien, il mentionne, en tout cas régulièrement, ce fameux frère Table. Alors, est-ce que son apparition dans l'OAV est canon, ou bien est-ce qu'on va pouvoir éventuellement le voir pour la première fois dans Dragon Ball Super? Il pourrait être intronisé ou introduit. On pourrait voir, je ne sais pas moi, sa naissance ou son envoi sur une autre planète. On sait qu'il a une femme qui est une Tech-Tech, c'est une race d'aliens que Toriyama aime bien dessiner et introduire discrètement dans ses œuvres. Eh bien, pourquoi pas le voir atterrir sur cette fameuse planète où il trouvera plus tard sa femme. Et canoniser alors définitivement le design et l'existence du frère de Vegeta. Donc pour le moment on ne peut pas vraiment dire qu'il ait un nom canon, mais bon, on va l'appeler Table, hein. Moi je suis tout à fait pour, il existe, alors autant l'introduire dans les épisodes de Dragon Ball Super, pourquoi pas. Alors vous pensiez peut-être que j'en avais fini avec Jaco, eh bien pas du tout, je ne fais que commencer, parce qu'avant toute chose, il faut quand même bien se rentrer dans le crâne que le manga, que vous l'ayez lu ou pas, Jaco the Galactic Patrolman, eh bien il s'agit tout simplement du volume 0 de Dragon Ball, il s'agit vraiment de la genèse, ce qui se passe entre le moment où Goku est envoyé de Vegeta vers la Terre et le moment où il atterrit effectivement sur Terre. Ce sont les événements et l'introduction de Jaco. Alors Jaco, il est apparu déjà dans Dragon Ball Super, mais si vous n'aviez pas vu le manga de Jaco, eh bien vous ne saviez pas vraiment qui était ce personnage, et il y a dû y avoir pas mal de monde qui se sont demandé qui était ce perso, et qui était aussi la sœur de Bulma, Tight, qu'on voit également dans Dragon Ball Super, l'espace d'un ou 2 épisodes. Donc pour moi c'est très important d'introduire le personnage de Jaco d'une manière ou d'une autre, et ça rentrerait parfaitement dans la chronologie des événements qu'on vient de préciter, et dans la chronologie des événements qui se passent juste après, eh bien de enfin, si vous voulez, adapter le manga de Jaco en série TV sous le nom de Dragon Ball Super, avec un mini-arc qui pourrait prendre, je ne sais pas moi, 5-6 épisodes de ce qui se passe dans le manga de Jaco. Et en plus, ça introduirait le fameux arc actuel, l'arc de Moro, qui apparaît pour le moment en manga sous la plume de Toyotaro dans le V-Jump. On commence directement, Goku et Vegeta deviennent des Galactic Patrol. Donc ce serait vraiment pour moi très important, ce serait pas juste anecdotique ou sympa, non, ce serait très important d'enfin introduire Jaco et sa genèse, et la raison pour laquelle il fait partie de l'histoire de Dragon Ball en série TV. Alors rapidement, Jaco c'est quoi? Eh bien, au tout début, c'est Jaco qui arrive sur Terre, il heurte la Lune et son vaisseau est abîmé. Et il se retrouve en fait sur une île qui est habitée par un ancien scientifique qui est autre que Omori, si je ne dis pas de bêtises. Un petit vieux, typiquement un personnage à la Toriyama. Le ton est assez chouette dans ce manga, il est à la fois sérieux, c'est le dernier manga de Toriyama, sérieux dans les préoccupations des personnages, et en même temps extrêmement drôle évidemment avec le personnage de Jaco et cette espèce de contraste qu'il y a entre le personnage d'Omori, qui est un vieux de la vieille, un peu à l'image de Toriyama, qui en a un peu ras-le-bol de sa vie, et puis le personnage de Jaco, complètement excentrique, et au milieu de tout ça, eh bien, on nous introduit la sœur de Bulma, ni plus ni moins, et à la toute fin d'ailleurs du manga de Jaco, eh bien, on voit Bulma, enfant,
Et on l'a vu d'ailleurs dans un des épisodes de Dragon Ball Super. Donc voilà, tout ça ficellerait très intelligemment eh bien, toute la narration finalement de Dragon Ball Super dans sa globalité et apporterait énormément, je pense, à l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Super par extension. Bref, il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est typique de Toriyama, il peut y avoir quelques scènes spectaculaires, il y a du combat, donc voilà, je n'attends qu'une chose, c'est vraiment qu'on nous lit toutes ces histoires grâce notamment à Jaco, et qui rappellera effectivement eh bien, toute l'introduction du personnage dans l'arc Moro à venir, sans doute. Alors là, vous le remarquez, on a largement dépassé les événements comptés dans le film Dragon Ball Super Broly. Et pourtant, je pense qu'on peut encore en profiter, en tout cas la Toei, puisque c'est eux qui en profitent, et puis nous par extension, je pense qu'on peut encore en profiter en faisant arriver Goku sur Terre, hein, donc le Saiyan que Jaco redoute. Il arrive sur Terre, et il tombe sur son grand-père Sangohan. Tout ça a été légèrement effleuré dans le manga, un petit peu plus dans la série animée, mais voilà, on pourrait vraiment en profiter pour, maintenant qu'on a un beau design pour le petit Goku, le petit Kakarot, eh bien la rencontre entre les deux personnages, Sangohan qui est un maître en arts martiaux, et qui heureusement se sert de ses arts martiaux pour contenir le petit Kakarot, et l'apprivoiser, on le voit très bien ici en image, et une case effectivement de Dragon Ball Minus auquel on n'a pas eu droit dans le film, et bien c'est ce petit Goku qui est en train de bouffer comme un porc à la table de Gohan. Gohan qui s'est bien fait un petit peu casser la gueule, ils se sont réellement battus et puis finalement ils sont devenus inséparables. Je pense que ce serait réellement très sympa de nous conter à nouveau cette rencontre de manière un petit peu plus précise. On pourrait vraiment en profiter. Et puis également, même durant la période où on nous montre Jaco, par exemple, introduire également quelques petites mini fillers, mini histoires, avec eh bien, Kid Broly, Kid Vegeta, Kid Raditz, etc. Parce que l'air de rien, ce sont réellement des petits personnages qui ont un gros potentiel. Déjà de vente de figurines de cartes et autres, hein, ces petites histoires de ces personnages sont sans doute beaucoup plus intéressantes qu'un bête fillers pour nous faire patienter. Et donc voilà, créer et écrire quelques histoires pour ces petits personnages avant qu'ils ne disparaissent à tout jamais, eh bien, ce serait peut-être pas du luxe. On a Nappa qui les accompagne, mais il y a aussi dans le film, vous l'avez vu, deux autres Saiyans qui accompagnent Nappa, deux adultes. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Bon, c'est pas qu'en soi c'est fondamentalement passionnant, mais sur sa près on peut broder des fillers très chouettes autour de ce genre d'histoire. On pourrait montrer ce que Raditz, Nappa et Vegeta font. Ils s'attaquent à des planètes, ils tombent sur des habitants un peu trop puissants, j'en sais rien, ils manquent de mourir, on voit les deux Saiyans inconnus qui meurent au combat, Vegeta qui n'arrive pas à les sauver, et puis Vegeta qui est à moitié mort et qui obtient un Zenkai, donc un surplus de puissance parce qu'il a flirté avec la mort. Ce genre de choses, ça expliquerait, en tout cas, ça pourrait expliquer rapidement comment Vegeta est devenu si puissant, ainsi que Nappa, leur relation avec Raditz. De la même manière, on peut raconter également ce qui s'est passé avec Broly et Paragus sur la planète Vampa durant toutes ces années, quelques bribes de ce qui s'est passé, comment est-ce que Paragus s'est fait cette fameuse blessure à l'œil, comment sont apparues les cicatrices sur le corps de Broly. On peut raconter cette histoire avec Ba, hein, la bestiole verte, voir également Broly se transformer en singe géant, et d'une certaine manière comment il a contrôlé son pouvoir de singe géant pour avoir cette espèce de forme Ikari qu'on voit dans le film. Voilà, encore une fois, pas mal de choses, des petites choses intéressantes dont on peut profiter pour écrire de chouettes scénarios. Et pour finir, pour compléter le tableau, pour clôturer cet arc, hein, finalement, ça pourrait être un arc complet. Vous imaginez bien qu'avec tout ce que je viens de raconter, il y a moyen de faire déjà pas mal d'épisodes. Eh bien, on clôturerait sur Goku. En 740 ou 739, eh bien, on verrait s'éteindre son grand-père, parce que vous le savez, c'est Goku qui tue son grand-père en se transformant en Ozaru. Cette scène, on pourrait la voir. On pourrait voir
On sait par exemple que Kame Sennin, Muten Roshi et Sangohan se sont rencontrés. Gohan a raconté à Kame Sennin qu'il a trouvé un enfant extrêmement puissant et qu'il l'entraîne aux arts martiaux. On pourrait voir cette scène, et puis le soir même, je sais pas, c'est pleine lune, et on voit la fin de Gohan, on voit Sangoku en pleurs, et ça pourrait être une scène de clôture relativement triste, et ça clôturerait en fait les 3 destins de ces Saiyans, Broly, Vegeta et Goku, avant de passer au présent, on va dire. Voilà, la boucle serait bouclée d'après moi. Et puis alors, pour faire la transition entre le passé et le présent, eh bien on pourrait voir en toute fin la petite scène où Beerus s'apprête à faire sa sieste, car le poisson oracle vient de lui annoncer qu'il rencontrerait bientôt un Super Saiyan God. Ça pourrait faire une belle transition entre Goku enfant, Goku adulte dans le présent, et donc cette petite historiette avec Beerus. Et voilà, vous avez un arc qui est terminé, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Si vous avez d'ailleurs d'autres idées, dites-les moi, mais je crois que vraiment là, on profiterait vraiment de toute la matière première possible et imaginable. Je pense que tout ça pourrait représenter déjà une bonne grosse vingtaine d'épisodes, un arc très fourni, très complet, très concis. Alors là, on n'en est qu'à la moitié finalement du film, de ce que le film raconte. On se retrouve en 780 dans Dragon Ball Super avec les personnages qu'on connaît. On revoit effectivement Beerus, on revoit Bulma, Goku, Vegeta, etc. Et là, il n'y a pas grand chose à dire en fait, à part insister sur certains personnages, revoir un peu Goten et Trunks, voir où ils en sont à ce moment-là de l'histoire, je sais pas. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter par rapport au film. Le combat va s'enchaîner avec Broly, peut-être un petit peu peaufiner encore les relations entre Broly, Lemo et Chirai, et puis effectivement voir Freezer, peut-être en savoir plus sur ses intentions actuelles. Voilà, donc simplement gonfler un petit peu l'histoire, mais il y a des dialogues en plus, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et puis le combat entre les personnages pourrait prendre quelques épisodes, hein. On pourrait se focaliser, on pourrait avoir 2 épisodes Vegeta Broly, 2 épisodes Goku Broly, vous voyez ce que je veux dire. Puis ils se transforment en Super Saiyan God, ils attaquent tous les 2 Broly, Broly augmente son pouvoir encore, voilà, et entre les... c'est un peu ce qui manque au film, hein, on reproche un peu ça au film, c'est que dans la deuxième partie du film, il y a beaucoup de combats, c'est très bien, mais c'est pas beaucoup aéré, on n'a pas le temps de l'aérer avec des dialogues. Si c'était adapté en série TV, évidemment, on aurait pas mal de dialogues entre les protagonistes, donc on en saurait un petit peu plus sur leurs intentions, on peaufinerait leur caractère, donc ça serait de toute façon intéressant. Maintenant, évidemment, techniquement, on n'aurait sans doute pas des combats du niveau du film, mais néanmoins, on a quand même vu ce que la Toei était capable de nous proposer dans les derniers épisodes du Tournoi du Pouvoir, donc il y a moyen de peaufiner correctement les combats, que ce soit spectaculaire, peut-être un peu plus long, et puis Gogeta débarque. On pourrait voir également le combat Freezer Broly, on l'a vu par bribes, l'air de rien, Freezer tient 1 heure face à Broly, ce qui est plus que le tournoi du pouvoir en entier, donc ça aussi on peut le montrer, on peut un petit peu montrer que Freezer en fait n'est pas totalement né de la dernière pluie. Alors on en arriverait aux événements de fin du film, Gogeta qui ne se débarrasse pas de Broly, un Broly qui retrouve ses esprits sur la planète Vampa, et puis Goku qui vient les visiter, Remo, Chirai et Broly, et donc ça aussi on pourrait voir un petit peu plus de cette relation entre ces 4 personnages, on pourrait insister un petit peu dessus, il pourrait y avoir un épisode, je veux dire, on parle pas d'une saison entière sur le sujet, mais voilà, l'air de rien, on peut voir ce que Goku après tout ça, compte faire de Broly, et ce que Broly compte faire de sa vie, et ce que Freezer compte faire de la suite de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous avez un deuxième arc qui se termine, qui peut faire 10-15 épisodes, je ne sais pas, j'avais pas vraiment les notions comme ça, et qui vient en fait clôturer en quelque sorte le premier, donc quelque chose qui se complète parfaitement. Je pense que vous pouvez facilement vous imaginer ce genre d'enchaînement d'événements et d'arcs pour Dragon Ball Super. Et surtout l'intérêt que ça pourrait avoir comparé au début de Dragon Ball Super, où on nous avait fait des redites des films sans nous apporter quoi que ce soit d'intéressant, à part des graphismes un peu pourris et de l'animation de bas niveau. Alors très sincèrement, votre avis m'intéresse fortement, mais moi personnellement, je signe à 2 mains pour un tel scénario.
Passons rapidement à l'arc Moro. Mon but ici n'est pas du tout de prédire la suite de cet arc, c'est pas le sujet. Par contre, il faut bien admettre qu'après 3 chapitres et demi, cet arc promet d'être très ambitieux. On a quand même un combat d'intro Vegeta contre Moro qui fait plus d'une 50aine de pages. Et Goku n'est même pas encore intervenu. Du coup, ça donne quand même l'impression qu'on se dirige vers un arc particulièrement long. En parlant des combats, je ne sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil au dernier chapitre de Dragon Ball Super, mais force est de constater que, de mémoire, je ne me souviens pas avoir vu Toyotaro proposer une telle mise en scène cinématographique. Je veux dire par là que si vous regardez les combats et les mouvements de Moro dans le manga, c'est très facile de s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler en animation. Et ça pourrait vraiment être impressionnant. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ça y est, les équipes de la Toei ont déjà leur storyboard prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à suivre l'histoire de Toriyama et l'action proposée par Toyotaro. On se retrouve comme à l'époque de DBZ avec un manga qui sert de ligne directrice à la série TV, et gageons que ça va enfin leur simplifier la vie par rapport aux précédents épisodes de Dragon Ball Super. On devrait gagner en cohérence et en homogénéité d'un épisode à l'autre. Le tout devrait, à mon avis, être moins disparate. Et je m'en réjouis d'avance car oui, je suis persuadé que cet arc sera adapté en série TV et que si on n'a malheureusement pas le droit à un remake du film Broly, eh bien vraisemblablement la série TV DBS redémarrera avec cet arc Moro. Je serais vraiment très très surpris qu'on n'y ait pas droit. Je trouverais tellement dommage qu'on passe à côté de ça. Évidemment, pour l'instant, ça reste le travail de Toyotaro. Par exemple, je pense être en mesure de vous certifier que le character design de Moro ne provient pas de Toriyama, mais de Toyotaro. En tout cas, en partie. Je ne reconnais pas du tout le style des personnages de Toriyama. Ça n'empêche pas que c'est un ennemi très réussi. Il est effrayant, sûr de lui, plutôt charismatique, malgré son physique de vieux bouc mal léché. Les cadrages de Toyotaro font quand même pas mal leur effet sur ce personnage, donc là je trouve que c'est quand même très bien maîtrisé par rapport à Moro. Dans Stark il y a aussi de l'aventure, chose auquel on n'avait quasiment pas eu droit dans Dragon Ball Super jusqu'ici. On a aussi un Goku qui a l'air de prendre les choses très au sérieux. C'était quand même l'un des points négatifs souvent relevés par les fans ou les moins fans dans la série jusqu'ici, il faut bien l'avouer. Alors comme vous le savez, Goku et Vegeta deviennent des patrouilleurs galactiques aux côtés de Jaco et Merus. Et c'est vraiment en ça que ça serait hyper bien vu qu'on ait droit à l'adaptation du manga Jaco en animation. Comme je l'ai dit auparavant dans cette vidéo, ça ferait parfaitement le lien. Alors pour en revenir à l'histoire, on espère voir beaucoup de choses dans cet arc. On voudrait voir Beerus. On voudrait voir d'autres membres de la Z-Team, être obligé de défendre la Terre par exemple, peut-être un peu de Broly, et puis pourquoi pas des sbires de Moro. Et puis comment se positionne Freezer aussi par rapport à tout ça. Quel est le passé de Moro? Est-ce qu'il a déjà rencontré Babidi auparavant? Quel est le secret de Merus aussi? Parce que Vegeta semble quand même dire qu'il cache quelque chose. Verra-t-on le Dai Kaioshin, le grand Kaioshin, sortir du corps de Boo? Est-ce qu'on verra Boo également intervenir? Bref, il y a un très gros potentiel pour cet arc, et je me répète, mais ça serait juste incompréhensible de ne pas le voir débarquer tôt ou tard, un jour ou l'autre, en série TV. Bon, eh bien, tant qu'on y est, on va continuer, et on va aller encore un petit peu plus loin. Alors, vu le succès actuel du film Dragon Ball Super Broly, et les millions d'yens qui rentrent dans les caisses de la Toei, de la Shueisha, de la Dragon Room, il n'est pas irréaliste de penser que nous aurons droit à un nouveau film Dragon Ball Super, par exemple fin 2020. Le tout, c'est de savoir ce qui pourrait être plus fanservice que le film Broly. Ils ont quand même fusionné les histoires de Bardock, de Broly et de Gogeta pour nous canoniser tout ça dans un long métrage. Donc difficile d'aller beaucoup plus loin, et pourtant il semble réaliste de penser que le succès d'un potentiel nouveau film reposera avant tout sur une nouvelle explosion de fanservice. Alors qu'est-ce qui pourrait donner plus envie aux fans qu'un mix Bardock-Broly-Gogeta ? On pourrait citer par exemple Cooler, le frère de Freezer. Ça pourrait nous emmener sur la piste des origines de Freezer, de sa famille, pourquoi pas. Même si personnellement ça m'excite pas des masses. On peut citer Tapion et Janemba, qui sont également des personnages très appréciés. Ils sont relativement passe-partout,
Et il pourrait facilement se fondre dans n'importe quel type d'histoire, hein. Mais baser un film autour d'eux, je sais pas, ça serait pas non plus super exaltant. On aura peut-être un mix de tout ça un jour, mais je suis pas sûr que ça soit aussi impactant qu'un film Broly. Alors il reste les transformations Saiyan, comme le Super Saiyajin 4, qui pourraient être canonisées d'une manière ou d'une autre, mais si vous avez été attentif au film Broly, c'est déjà en quelque sorte le cas avec Broly qui a appris à maîtriser son pouvoir de Ozaru, avec un gros trait noir sous les yeux et sa pupille jaune comme Goku en Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball GT. Et en parlant de ça, quoi de plus fanservice que Goku Ultra Instinct. Alors perso, je trouve ça génial qu'on n'ait pas vu l'Ultra Instinct dans le film Broly. Rendre cette technique de Goku très rare, ça va permettre de donner un gros intérêt à la future scène du retour de l'Ultra Instinct. Imaginez son retour dans un long métrage avec des gros moyens techniques, ça va vraiment tout déchirer. Alors dans cette optique-là, je valide cette idée pour un futur film en 2020. Alors, autre chose, ça serait de réserver au futur film, un changement d'apparence de Goten et Trunks. Il y a bien un moment où ces deux-là ils vont finir par grandir, donc même si c'est pour une courte scène, ça serait plutôt malin de réserver ce genre de fanservice à un film, c'est quand même attendu au tournant. Je crois que vous avez un peu saisi la philosophie ici, c'est de concentrer un maximum de bonnes idées pour aller chez les fans, comme a pu le faire le film Broly. C'est tout à fait légitime et c'est exactement ce qui va arriver si un nouveau long métrage voit le jour dans les années à venir, et s'ils veulent tenter de faire aussi bien que son aîné. Mais tout ça ne suffit pas pour remplir le scénario d'un film, évidemment. Alors, je vais vous exposer mon idée en essayant de rester réaliste, comme jusqu'à présent dans cette vidéo, sans trop partir en couille. Alors, vous en conviendrez, il existe un aspect du film Broly de 1995 qui n'a absolument pas été utilisé dans le film actuel. Il s'agit du thème du Super Saiyan légendaire. Alors on en parle bien sûr, hein, il est notamment mentionné par Freezer et Bardock, mais Broly n'est pas, à proprement parler, le Super Saiyan de la légende comme en 95. De la même manière, Freezer mentionne également le Super Saiyan divin, avant d'exploser la planète Vegeta. Ce sont de vieilles légendes Saiyan qui sont parvenues jusqu'aux oreilles de Freezer. Vous le savez, c'est également le leitmotiv de Beerus pour débarquer sur Terre au début de Dragon Ball Super, hein, le Super Saiyan divin. Super Saiyajin God. Alors, vous le savez sans doute, il y a 1 an et demi, Toriyama dévoilait au monde l'existence de Yamoshi dans une interview dans le magazine Saikyo Jump. D'après Toriyama, d'une certaine manière, le Super Saiyan légendaire et le Super Saiyan God sont une seule et même personne. Alors, la légende dit qu'il y a très longtemps, c'est Toriyama qui le dit, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait Yamoshi, un Saiyan au cœur pur. Alors, lors d'une guerre civile contre des Saiyans maléfiques, Yamoshi et ses 5 camarades ont lancé une rébellion. Lors de ce combat, Yamoshi fut le premier guerrier de sa race à se transformer en Super Saiyan. Malheureusement, il s'épuisa et il fut vaincu. Mais son esprit continua à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans et d'un nouveau sauveur, le Super Saiyan divin. C'est de là que provient la cérémonie du Super Saiyan God. Un vieux Namek a sympathisé avec l'esprit de Yamoshi et a ensuite écrit toute cette histoire dans le grand livre des Namek. Donc voilà, je suis persuadé qu'on aura un autre film, un de ces 4, et donc voilà le postulat de départ que j'imagine pour ce film. De la même manière que le film Broly, 2 parties bien distinctes. Une première partie où effectivement on va nous conter la légende du Super Saiyan légendaire, du Super Saiyan divin de l'époque. Il y a vraiment moyen de faire une belle histoire, bien violente, bien dark, bien sombre, avec vraiment les origines des Saiyans des centaines d'années auparavant. On a vu dans Dragon Ball Z, dans des épisodes fillers, on avait vu des Saiyans un peu primitifs sur une précédente planète. Ça on pourrait vraiment le montrer, ça serait vraiment chouette et ça nous apporterait quelque chose, ça apporterait vraiment quelque chose à Dragon Ball. Alors ensuite, comme dans le film DBS Broly, on revient au présent pour mêler les 2 histoires. Tout d'abord, je pense que c'est le bon moment pour déterrer Broly et l'ajouter à la team Goku et Vegeta. Ça c'est toujours pour l'esprit fanservice du truc. Vous imaginez bien que Broly, ça fait peut-être un moment qu'on ne l'a pas vu, je ne sais pas si on le verra dans l'arc Moro, mais
Si c'est pas le cas, effectivement, c'est le bon moment, en plein film, boum, de ressortir Broly, pour faire un peu suite et un lien entre les deux films, même si c'est pas vraiment le cas ni l'intention, au final ça ferait un lien. Donc imaginez qu'à la fin de l'arc Moro, donc, Goku et Vegeta sauvent les Namek et leur planète, par exemple, et qu'à la suite de ça, ils reçoivent de la main du grand ancien le grand livre, le fameux grand livre des Namek dont on a entendu parler à droite à gauche, qui raconte l'histoire de Yamoshi. Ça serait déjà un point de départ, ça permettrait à nos héros d'entendre parler de cette fameuse légende du premier Super Saiyan God, et peut-être que du coup, ils apprendraient que d'une certaine manière, son esprit reste avec nous. Ensuite, il y a un élément en particulier que les fans de Dragon Ball Super attendent depuis longtemps et qui nous a été teasé à plusieurs reprises. Il s'agit de la visite de Vegeta sur la planète Sadala et les Saiyans de l'univers 6 de manière globale. On se doute que ça finira par arriver, ça c'est sûr. Ça serait une bonne occasion de revoir Kiabe, Caulifla, Kale, mais également de découvrir le roi de Sadala, ainsi qu'une société saïenne aux antipodes de celle présentée dans la première partie du film. Alors imaginez maintenant que nos héros débarquent justement sur Sadala, au moment où une grande guerre civile éclate, à l'image de ce qui s'est passé sur Vegeta il y a des centaines d'années, mais à l'inverse, c'est un groupe de Saiyans maléfiques qui tentent de renverser le pouvoir sur la planète Sadala, et leur leader est l'équivalent, si vous voulez, mauvais, du Super Saiyan God de notre univers. Alors, je sais pas si vous me suivez, hein, les deux univers sont opposés, donc effectivement il se passe des événements inverses, enfin c'est comme ça que j'imagine. Ce Saiyan maléfique aurait par exemple retrouvé ses instincts primitifs de Saiyan. Alors il développerait une sorte de Super Saiyan 4 canon hein, durant les événements, sa queue aurait repoussé, une véritable bête sauvage, et entre parenthèses, il aurait un peu plus le caractère maléfique de l'ancien Broly que de l'actuel, si vous voulez, pour vous donner une idée du personnage. Alors évidemment, Goku, Vegeta et Broly s'allieraient à Caulifla, Kiabe et Kale, hein, leur exact équivalent de l'univers 6. Pour vous en persuader, il suffit de regarder l'image que je vous montre ici, hein, c'est quand même assez flagrant. Et donc, ces 6 Saiyans purs qui, en dernier ressort, pourraient tenter à nouveau la cérémonie du Super Saiyan God, par exemple, dans des circonstances plus dramatiques que lors de l'arc Battle of Gods, où l'ambiance est quand même relativement détendue. C'est à ce moment précis qu'on pourrait voir apparaître l'esprit de Yamoshi qui guiderait alors le petit groupe de Saiyans vers la victoire. Voilà, c'est un peu caricatural, mais pourquoi pas. Donc en gros, ce sont deux histoires différentes qu'on nous a teasées ces 2 dernières années et qui pourraient très bien fonctionner ensemble. D'après moi en tout cas, la mise en scène de l'histoire suivrait le même schéma efficace que le film de Broly, hein, comme vous voyez, hein, une partie dans le passé, une partie dans le présent. Alors la grande interrogation reste tout de même de savoir si ça suffirait à hyper les fans du monde entier. Alors moi je vous pose la question directement, est-ce que c'est un thème qui vous plairait de voir au cinéma? On a tout de même 2 nouveaux Saiyans, un au cœur pur, le fameux Yamoshi, hein, que tout le monde attend de voir, ainsi qu'un Saiyan démoniaque de l'univers 6. Alors, dans ce contexte, on peut facilement voir apparaître une ou l'autre nouvelle transformation, et puis le fait de voir combattre Broly à nouveau, les Saiyans de l'univers 6, ou bien Goku Ultra Instinct, ça commence à faire pas mal de bons fanservice, je pense. Alors voilà pour ma part, je pense que ça pourrait être un excellent postulat de départ pour un prochain film en 2020 ou en 2021. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors à mon avis, après tout ça, on va petit à petit se rapprocher des 2 fameux derniers chapitres de Dragon Ball avec la rencontre de Goku et Oob. Alors Oob, c'est un personnage qui a été teasé dans Dragon Ball Super, que ce soit en animé ou en manga, on l'a vu plus jeune, juste avant le tournoi du pouvoir. Du coup, on va forcément rejoindre ces événements au bout d'un moment, ça a l'air d'être quand même l'intention. On devrait alors vraisemblablement suivre l'entraînement de Oob par Goku, une certaine passation de pouvoir si on veut. Par contre, je pense que si on est tout à fait réaliste et pragmatique, il est quasi impossible pour la franchise Dragon Ball de se passer de son héros comme certains le soupçonnent. C'est trop risqué, ça serait se tirer une balle dans le pied, et même si ça semble logique au niveau de l'histoire, les ayants droit ne risqueraient jamais de se passer d'une telle mascotte. Alors Goku, c'est Dragon Ball, et inversement, donc même à l'époque où Toriyama voulait remplacer Goku par Gohan,
il a tout de même fini par revenir sur sa décision. Alors on peut imaginer que Goku disparaisse des radars durant un moment plus ou moins long pour une raison scénaristique X ou Y. C'est déjà arrivé dans de nombreux arcs du manga original, mais pour ensuite revenir sauver la situation. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. On pourrait encore avoir ce genre de postulat dans un arc où Oob reprend le flambeau pendant une grosse partie de l'aventure. Et puis au final, ne vous leurrez pas, Goku reviendra toujours en tant que héros. C'est irrémédiable, c'est gravé dans le marbre. Alors j'ai tout de même une anecdote assez intéressante à propos de Oob à partager avec vous, et vous en êtes peut-être aperçu. Depuis Dragon Ball GT, eh bien, c'est un personnage auquel on n'a pas touché. Quand je dis pas touché, ça veut dire que dans les jeux et dans les produits dérivés de Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Xenoverse, que ce soit Dragon Ball Online, que ce soit Dragon Ball Heroes, ça c'est encore plus important, et puis d'autres comme Dragon Ball Fusion, eh bien ce personnage était systématiquement absent. Pour quelle raison ? Eh bien, en fait, je suis persuadé que depuis un moment, la Toei, la Shueisha, la Dragon Room et les ayants droit ont cadenassé ce personnage et ont dit c'est le futur de Dragon Ball, c'est le personnage qui risque de reprendre le flambeau de Goku à un moment donné, et donc n'y touchez pas. On n'a pas, par exemple, un Oob Time Patrol. On n'a pas un Oob dans Xenoverse, dans Dragon Ball Heroes, pareil. Dans Dragon Ball Online, ce personnage n'apparaît pas du tout, alors que ça reprenait quand même énormément de choses intéressantes du manga. Et puis pareil, dans Dragon Ball Fusion, il y avait plein de personnages qui pouvaient fusionner, et bien Oob n'avait pas de fusion particulière. Donc c'est vraiment un personnage qui est tout particulièrement protégé, c'est flagrant, et on peut dire à peu près la même chose de Pan. C'est également assez flagrant. Pan depuis Dragon Ball GT, eh bien on n'y touche plus non plus. Pas de Pan Super Saiyan dans Dragon Ball Heroes par exemple, alors que vous avez quand même Nappa et Raditz en Super Saiyan 3, donc ils ne se gênent absolument pas pour faire n'importe quoi, dans le bon sens du terme, parce que ça me fait rire. Par contre, Pan, on n'y touche pas, et c'est pareil, bon, dans Dragon Ball Fusion, oui, on l'a fait fusionner avec sa maman, mais dans d'autres médias, eh bien, Pan est également protégé, c'est une certitude, et donc je suis absolument persuadé que dans la tête des ayants droit, eh bien, ces deux personnages représentent l'avenir de Dragon Ball. Ça ne veut pas dire qu'on les utilisera d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, c'est clairement, ces personnages ont un statut très particulier, vous en conviendrez. Alors pour refermer la parenthèse sur ces personnages, eh bien, il reste intéressant de souligner le fait que dans le manga Neko Majin Z, que vous avez peut-être lu, de Toriyama, il s'agit d'une parodie non canon de Dragon Ball, eh bien, on voit plus tard, quelques années après l'épilogue de Dragon Ball, on voit Goku, qui a toujours sa tenue turquoise, et Oob, un peu plus grand, un peu plus âgé, avec la tenue de Goku, ça c'est assez intéressant. On voit également Pan qui a grandi, on voit Goten, mais ça, voilà, c'est anecdotique. Donc on voit bel et bien que Oob est clairement entraîné par Goku. Donc ça c'est évidemment pas canon, mais puisque c'est Neko Majin Z, le manga, mais sur ça près, dans la tête de Toriyama, d'une certaine manière, il y a quelques années, s'il s'est projeté vers l'avant, eh bien, il a imaginé que Oob était bel et bien l'élève de Goku. Ça paraît normal, mais en tout cas, voilà, ça reste une image intéressante et on la voit très souvent circuler, cette image, parce qu'elle représente quand même le futur de Dragon Ball. Et ça pourrait un jour potentiellement représenter la réalité. Voilà. Alors je voudrais mettre le doigt sur une dernière chose que je trouve très importante pour la suite de l'intrigue de Dragon Ball Super. Parce que bon, tant qu'on y est, il n'y a pas de raison que cette vidéo ne dure pas 3h30. Donc le gros souci de Dragon Ball depuis un moment maintenant, c'est que la moindre tension dramatique est automatiquement décadenassée par des ficelles scénaristiques trop efficaces. Il y a beaucoup d'exemples, et je vais vous les citer rapidement car vous les connaissez. D'abord vous avez les Dragon Ball, vous avez les Dragon Ball de Namek, les Super Dragon Ball. Systématiquement, dès qu'il y a une catastrophe, on utilise les Dragon Ball. Ça, on le sait tous, c'est le nom de la série, on ne pourra pas s'en passer. Sur ça près, il y a d'autres ficelles un peu grosses et efficaces, c'est la fusion par exemple. On pourrait imaginer maintenant que Gogeta existe, que Vegeta et Goku vont pouvoir l'utiliser à foison, à tout jamais.
Ça aussi, c'est un peu un problème d'une certaine manière. On a également Beerus et Whis, un peu des jokers, et c'est déjà arrivé. Whis a remonté le temps, Beerus débarque, il fait un racaille et le personnage est mort. Ça aussi, ça enlève beaucoup de tension. Et il y a enfin l'Ultra Instinct. On se dit que le jour où Goku maîtrise cette technique, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont lui résister. Donc vous voyez, c'est très difficile maintenant d'écrire un scénario qui va être un petit peu sombre et qui va nous faire flipper. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, quel pourrait être, après tout ça, après Moro, après Broly, après le Saiyan de l'univers 6, démoniaque, quel pourrait être l'ennemi ultime après tout ça? Eh bien, je vais vous surprendre, mais je vais vous dire Freezer. Freezer est là, il fomente les pires choses, il peut s'entraîner, et surtout, il connaît l'histoire de Dragon Ball depuis quasiment ses débuts. Il connaît par exemple, il pourrait en fait décadenasser toutes ces grosses ficelles dont je viens de vous parler, puisqu'il les connaît par cœur. Il pourrait s'emparer de toutes les Dragon Ball. Donc imaginez-le sur sa planète, avec les Super Dragon Ball tout autour, les Dragon Ball de Namek et de la Terre sur son trône, et voilà déjà une chose qu'on ne peut pas utiliser. Imaginez qu'il sépare Goku et Vegeta d'une certaine manière, je ne sais pas, il s'empare d'un des deux, il en tue un, il emprisonne un des deux, il envoie dans une autre dimension ou dans un autre univers un des deux, et bien plus de fusion. Voilà. Séparer Goku et Vegeta, ça sera la solution ultime pour les empêcher de fusionner. Ça paraît con, mais bon, l'air de rien, ça peut être une manière d'empêcher la fusion. L'Ultra Instinct, c'est une technique ultime pour Goku. Eh bien, d'après moi, Freezer, lui, connaît il l'a vu, l'Ultra Instinct, il l'a comprise, et on a vu dans l'arc du tournoi du pouvoir qu'il analysait la situation. Eh bien, je pense que c'est un des personnages qui est le plus à même d'atteindre cette transformation, on va pas dire une transformation, mais d'atteindre cette technique, de maîtriser cette technique. Le jour où il s'entraîne sérieusement, je suis absolument persuadé que Freezer peut atteindre l'Ultra Instinct. Il deviendrait aussi puissant que Goku, et ça permettrait d'avoir encore une forme pour ce personnage. Et puis, une dernière chose, eh bien, Beerus, et oui, c'est entre guillemets, mais en tout cas Beerus, eh bien, avec la technique de l'Ultra Instinct, je pense très sincèrement que Freezer peut penser à abattre Beerus, ou eh bien tout simplement prendre sa place, parce que vous le savez, hein, Beerus a plusieurs fois émis l'idée, en tout cas Whis a émis plusieurs fois l'idée que Goku remplace Beerus ou Vegeta et devienne le dieu de la destruction de notre univers. Eh bien, c'est quelque chose que nos Saiyans ne veulent pas, et c'est pourtant quelque chose que Freezer pourrait facilement atteindre, c'est-à-dire remplacer Beerus. J'imagine vraiment cette situation. Et puis après, bah, avec tout ce que ça implique, hein, il est protégé. Oui, bah tuez-moi, allez-y. Eh bien oui, d'accord, mais le Kaioshin va mourir aussi. Donc vous voyez, ça serait vraiment très intéressant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Freezer pourrait être l'ultime personnage, l'ultime ennemi, pardon, parce qu'il connaît vraiment toute l'histoire de Dragon Ball comme nous on la connaît, et il pourrait en fait décadenasser tout ça, déconstruire en fait toutes les ficelles que je viens de vous énumérer, et du coup il en deviendrait hyper dangereux, et ça renouvellerait ce personnage en fait, hein. Je veux dire, pour le moment il passe un peu pour un guignol hein, à certains moments, bon c'est vrai, mais il peut très bien reprendre son statut de super boss d'une manière ou d'une autre. En tout cas avec tout ce que je viens de vous dire là, je pense que vous pouvez imaginer facilement Freezer reprendre du galon. Mais évidemment tout ça c'est pour dans très longtemps, hein, on a encore le temps de voir les choses arriver, la Toei, Toriyama et autres ont encore le temps de bien réfléchir à la question. Il faut bien admettre que ce serait relativement intéressant, la boucle serait bouclée. Alors bah, évidemment il y a d'autres idées, hein, on sait qu'il y a encore plusieurs univers, 4 univers notamment, qu'on n'a pas visités. Il y a également le maître de Jiren qui s'est fait assassiner par quelqu'un de surpuissant, donc tout ça. Il y a aussi une time machine qui a été utilisée dans un autre univers. Bref, c'est encore des petites pistes qui ont été ouvertes à droite à gauche. C'est intéressant, mais voilà, la piste de Freezer me paraît en tout cas flagrante, et je pense qu'on s'y engouffrera un jour ou l'autre.
Alors, pour conclure maintenant, il faut bien se rendre compte que de l'eau a coulé sous les ponts depuis les premiers épisodes de Dragon Ball Super. En 2015, la Toei et la Shueisha étaient encore très timides et n'affichaient pas de grandes ambitions pour la suite de Dragon Ball. La série TV était une simple redite des 2 derniers films DBZ, ça on l'a dit auparavant, et puis les moyens techniques, financiers, humains étaient totalement indignes et à la ramasse, faut bien l'avouer. Petit à petit, l'air de rien, la série a pris au niveau du public, pas seulement au Japon, mais également dans le monde entier. Et on a ressenti une nette amélioration de la qualité au moment de l'arc Trunks, à peu près. Une meilleure écriture des épisodes plus jolis, et petit à petit, d'excellents animateurs sont venus grossir les rangs des équipes de production, jusqu'à l'arc du tournoi du pouvoir, qui nous a proposé quelques-uns des épisodes les plus impressionnants, toutes séries Dragon Ball confondues. Il y a donc eu une nette évolution de l'implication et des intentions de la Toei, et le manga a un peu subi le même genre d'évolution. Il a commencé comme un simple manga promotionnel, vous savez, avec des petits chapitres de quelques pages, pour devenir aujourd'hui le média qui diffuse en premier la suite de Dragon Ball. C'est actuellement le cas dans le V-Jump, avec sa prépublication. Même si le manga a connu quelques heures sombres, notamment lors du ventre mou de l'arc du tournoi du pouvoir, Toyotaro fut visiblement pressé d'accélérer les événements par son éditeur, du moins ça m'a paru assez flagrant. Toyotaro s'est finalement retrouvé également character designer aux côtés de Toriyama. On lui doit notamment certains dieux de la destruction, ou plus récemment le character design de certains personnages du jeu Switch Super Dragon Ball Heroes World Mission. Alors toujours à propos du manga, sachez également que cette semaine, le tome 6 du manga Dragon Ball Super s'est retrouvé catapulté à la première place des ventes des livres hebdomadaires, faisant de Toyotaro tout simplement le meilleur vendeur de livres en France cette semaine. Ça paraît surréaliste, et pourtant c'est vrai. Dragon Ball marche du tonnerre partout dans le monde, et ça rapporte une thune incroyable à la Dragon Room. Dès lors, je pense forcément qu'ils vont faire durer le phénomène le plus longtemps possible. Qu'il est fortement envisageable qu'il relance Dragon Ball Super à la TV, avec une version longue du film Broly, ne serait-ce que pour capitaliser sur des personnages comme Bardock, Broly ou Gogeta, mais pas seulement. Les versions enfants de Goku, Vegeta, Raditz et Broly sont également très vendeurs. Et la seule occasion qu'ils auront de nous proposer leurs aventures, ce serait en nous offrant une version longue du film DBZ en série TV, en introduisant un maximum de contenu, comme l'histoire de Jaco ou des Saiyans avant l'explosion de leur planète. Pour moi, ça vaut quand même tous les fillers du monde, vous en conviendrez. Une chose qui a aussi changé depuis 2015, c'est l'ouverture de la Toei et de la Shueisha aux autres marchés, les États-Unis en tête, devant l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est un point très important car maintenant il influence énormément les prises de décision concernant la franchise. La création du personnage de Kale, puis la canonisation de Broly en sont la preuve par A plus B. Donc pour la suite, il faut s'attendre à énormément de fanservice, ce qui n'est pas forcément rédhibitoire. Plus de Bardock, plus de Saiyans comme par exemple Yamoshi, et surtout plus de bagarres impressionnantes comme on a eu droit lors de la dernière partie de l'arc du tournoi du pouvoir. C'est forcément à ça qu'on pourrait ou qu'on devrait avoir droit dans les années à venir. Pour ma part, j'espère juste que ça ne se fera pas au détriment de l'aventure avec un grand A. Et en ça, je fonde pas mal d'espoir dans l'arc Moro. Et je suis également confiant à propos des qualités techniques des futurs épisodes avec des talents bruts comme Shintani, Shida, Takahashi et autres Naoki Tate qui viennent un peu rafraîchir tout ça. Je pense que la série est enfin entre de très bonnes mains. Elle est enfin prise très au sérieux pour l'argent qu'elle rapporte, et on ne peut que se réjouir de la suite. Ça fait bizarre, mais je crois qu'on arrive enfin au bout de cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici sain et sauf sans vous être endormi, eh bien je vous remercie du fond du cœur. Je n'ai plus qu'à vous demander un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, s'il vous plaît. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous me donniez votre avis, que ça soit dans les commentaires ou sur Twitter. Je voudrais savoir si vous avez trouvé mes arguments pertinents dans un premier temps, et ce que vous imaginez, et ce que vous aimeriez pour la suite de la série, en gardant bien en tête que les fans et les ayants droit doivent y trouver leur compte. Alors merci encore à tous pour votre passion et votre courage. Likez, partagez, commentez, et à très bientôt. Salut à tous!